Dans les salles dorées de l'Empire romain, où le pouvoir se mesurait en sang, en intrigue et en alliance impossible, un homme accomplit l'impensable, séduire 3 empereurs consécutifs, sans être noble, sans être femme et sans même conserver ce que la nature lui avait donné à la naissance. Son nom était Favorinus d'Arélate, un eunuque dont la langue d'argent s'avéra plus mortelle que n'importe quelle épée. Né dans une province lointaine, marqué par la tragédie dès son enfance, il transforma la faiblesse en force et l'humiliation en pouvoir. Toute Rome l'écoutait, depuis les sables du cirque Maxime jusqu'aux bibliothèques d'Alexandrie. Voici l'histoire de l'homme qui réinventa les règles du pouvoir dans un empire dominé par la virilité, prouvant que l'arme la plus puissante de toutes n'était pas la force brute, mais la parole. L'an 80 après Jésus-Christ vit naître, dans la prospère cité d'Arélate, en Gaule narbonnaise aujourd'hui Arles, en France, un enfant destiné à changer à jamais les règles du pouvoir romain. Arélate était un port vibrant, où les barges chargées de vin, d'huile et d'épices descendaient le Rhône vers la Méditerranée. Les rues pavées résonnaient du martèlement des sabots des chevaux et du tumulte des marchands mêlant accents latins, grecs et celtiques. C'est à ce carrefour des mondes que naquit Favorinus, fils d'une famille de commerçants aisés qui rêvaient de le voir devenir magistrat ou sénateur. Dès son plus jeune âge, il montra des signes d'un talent hors du commun. À 5 ans, il récitait déjà des passages entiers d'Homère et de Virgile avec une mémoire si prodigieuse qu'il laissait ses précepteurs sans voix. À 8 ans, il maîtrisait le latin et le grec avec la fluidité d'un érudit adulte. Sa curiosité insatiable le poussait à tout questionner, le mouvement des étoiles, la nature des dieux, l'art de la politique. Les habitants d'Arélate l'appelaient « l'enfant philosophe ». Son père avait coutume de dire « Favorinus n'écoute pas les mots, il les boit ». Mais le destin avait préparé une cruelle ironie. Lors d'un voyage familial à Rome, au cœur de la splendeur de la capitale de l'Empire, l'enfant prodige allait être arraché à sa famille et projeté dans un destin qui le marquerait à jamais. Rome, le centre du monde connu. Parmi ses forums, ses temples et ses marchés, une famille gauloise marchait avec l'espoir d'élargir ses affaires. Parmi eux, un enfant de 8 ans à peine, fasciné par les statues de marbre, les chars triomphaux et la magnificence du Colisée tout juste inauguré. Cet enfant, c'était Favorinus. Mais tandis que ses yeux s'emplissaient d'émerveillement, d'autres yeux, bien plus sombres, l'observaient avec des intentions sinistres. C'étaient des trafiquants d'esclaves, experts pour repérer les raretés humaines qui pouvaient devenir des marchandises précieuses. Favorinus n'était pas seulement beau, son intelligence précoce et sa voix mélodieuse faisaient de lui un « diamant brut » pour un marché secret et cruel. Dans un moment d'inattention, l'enfant fut arraché des bras de sa famille et conduit dans une maison clandestine des faubourgs de Rome. Là, dans une salle humide à peine éclairée par des lampes à huile, il subit l'opération la plus brutale qu'un enfant puisse endurer, la castration. La plupart n'y survivaient pas. Mais Favorinus, contre toute attente, résista. Son corps en fut marqué à jamais, tout comme son destin. La mutilation lui enleva la possibilité de devenir soldat ou père de famille, les idéaux romains de virilité, mais lui donna quelque chose d'inattendu, une voix unique, aiguë et mélodieuse, qui captivait quiconque l'entendait. L'enfant né libre et privilégié devint esclave. Il fut vendu comme un simple objet, et acheté par un homme dont le nom allait changer sa vie à jamais, Lucius Nerva Trajanus, un général romain qui, avec le temps, accéderait au trône impérial. Lucius Nerva Trajanus, l'un des généraux les plus brillants de Rome, n'était pas un homme facile à impressionner. Il avait vu défiler des milliers de soldats, d'esclaves et de courtisans. Mais ce garçon frêle, avec un regard de feu et une voix semblable à un chant divin, l'intrigua. Trajan ne le vit pas comme un esclave de plus, mais comme un projet de pouvoir. Il décida d'investir en lui. Favorinus fut envoyé dans les meilleures écoles de Rome. Là, sous la direction des plus grands maîtres de philosophie, de rhétorique et de science, commença sa transformation. Il apprit par cœur Homère et Virgile, débattit de philosophie stoïcienne avec des maîtres grecs et maîtrisa les mathématiques, l'astronomie et la médecine. Au début, les fils des sénateurs le méprisaient. Pour eux, il n'était qu'un eunuque, une ombre marquée par le malheur. Mais bientôt, les moqueries se changèrent en silence, et le silence en admiration. Nul ne pouvait égaler la vivacité de son esprit ni la force de ses paroles. À peine âgé de 18 ans, Favorinus n'était plus un esclave brisé par la mutilation, mais un orateur si brillant que même les sénateurs les plus aguerris s'arrêtaient pour l'écouter. Trajan, fasciné, en fit son compagnon personnel. Au banquet du palais, Favorinus l'amusait avec des discours mêlant philosophie et politique. Sa voix envoûtante pouvait faire rire l'empereur, le faire réfléchir ou l'inspirer à prendre des décisions capitales. Lors des campagnes daciques,
Favorinus accompagna le général comme conseiller. Il ne brandissait pas l'épée, mais ses mots étaient aussi tranchants qu'un glaive. Il enseigna à Trajan comment comprendre ses ennemis, lire leurs peurs et anticiper leurs mouvements. Peu à peu, sans que personne ne s'en aperçoive, l'eunuque devint bien plus dangereux qu'un simple esclave instruit, il devint l'homme qui murmurait à l'oreille du futur empereur de Rome. 106 après Jésus-Christ. Toute Rome vibrait de la victoire de Trajan sur les Daces. L'Empire célébrait un triomphe qui serait gravé dans le marbre des colonnes et dans la mémoire des générations. Le Circus Maximus, rempli de plus de 100 000 spectateurs, rugissait à en faire trembler les pierres. Sénateurs, soldats, plébéiens et nobles attendaient le moment où l'empereur serait glorifié devant les dieux et le peuple. Mais cet après-midi-là, celui qui vola la vedette n'était pas l'empereur, mais son eunuque. Confiant en son protégé, Trajan lui confia une tâche inimaginable, prononcer le discours de la victoire. Favorinus monta sur l'estrade. Il portait une toge blanche qui brillait comme du marbre sous le soleil. Sa voix, aiguë mais mélodieuse, s'éleva au-dessus de la foule. Pendant plus de 2 heures, il captiva toute Rome. Il loua Trajan comme le nouvel Alexandre, évoqua les gloires de César et d'Auguste, et promit que sous son règne, Rome serait éternelle. Mais il ne parla pas seulement de guerre, il mêla philosophie, poésie et réflexion sur le destin humain. Chaque phrase était mesurée, chaque pause un coup de théâtre. Les sénateurs s'échangèrent des regards, incapables de nier la grandeur de cet orateur. Le peuple, qui au début l'observait avec curiosité, finit par l'applaudir comme s'il était un dieu. Et le plus extraordinaire, personne ne pensa à son statut d'eunuque. Ce jour-là, Favorinus cessa d'être un esclave castré et devint une légende vivante. Les chroniqueurs écriraient plus tard qu'avec sa langue d'argent, il avait accompli l'impossible, faire oublier à Rome ce que la nature lui avait refusé, et se faire admirer uniquement comme un homme de génie incomparable. 117 après Jésus-Christ. Rome fut secouée par la mort de Trajan. Pour beaucoup des favoris de l'empereur, cela signifiait la fin. Les transitions de pouvoir s'accompagnaient généralement de purges brutales. Mais Favorinus n'était pas un favori ordinaire. Il avait déjà anticipé ce moment. Le successeur était Hadrien, un homme très différent de Trajan. Là où Trajan était un guerrier pragmatique, Hadrien était un intellectuel obsédé par la Grèce, ses temples, ses poèmes et ses mystères philosophiques. Favorinus comprit qu'il devait se réinventer. Avec Trajan, il avait été l'orateur qui exaltait la gloire militaire. Avec Hadrien, il serait le philosophe qui nourrirait son esprit inquiet. Des mois avant que Hadrien n'accède au pouvoir, Favorinus avait déjà commencé son travail subtil. Il l'invitait à des débats privés sur Platon, l'impressionnait par ses connaissances en astronomie, et le défiait même dans des discussions théologiques de plusieurs heures. Un épisode resta gravé dans la mémoire de la cour. Lors d'un dîner chez un sénateur influent, Favorinus et Hadrien débattirent pendant 4 heures consécutives sur la nature du temps. Les invités restèrent silencieux, hypnotisés. À la fin, Hadrien ne fut pas seulement fasciné, il confessa que personne ne l'avait jamais fait se sentir aussi profondément compris. Lorsqu'il monta sur le trône, Hadrien fit de Favorinus son conseiller personnel pour les affaires culturelles. Il lui donna un palais sur le Palatin, des richesses inestimables et, surtout, un accès illimité à sa personne. Rome murmura. L'eunuque a séduit un deuxième empereur. Mais ce qui existait entre Hadrien et Favorinus n'était pas seulement de l'attirance. Hadrien, qui avait aimé de nombreux hommes, voyait en lui quelque chose de différent, une âme sœur intellectuelle, quelqu'un capable de refléter ses rêves d'empereur philosophe et de les amplifier. Ensemble, ils voyagèrent à Alexandrie, Athènes et en Égypte. À chaque voyage, Favorinus était plus qu'un compagnon, il était la voix qui donnait un sens à chaque monument, l'interprète de chaque symbole, le miroir de chaque ambition impériale. Avec Hadrien, Favorinus atteignit le sommet de son pouvoir. Il n'était plus un esclave survivant dans l'ombre. Il était un philosophe impérial, un homme dont l'influence s'étendait des bibliothèques grecques aux champs de bataille de la Bretagne. 138 après Jésus-Christ. La mort d'Hadrien apporta un nouvel âge. Le trône passa à Antonin le Pieux, un homme de caractère très différent, conservateur, rigide, méfiant envers tout ce qui sentait le favoritisme ou l'extravagance. Pour Favorinus, ce serait son plus grand défi. Il avait séduit un guerrier, Trajan, et un philosophe, Hadrien, mais Antonin ne recherchait ni gloire ni idée, il cherchait ordre et stabilité. Les ennemis de l'eunuque le savaient. Des sénateurs envieux saisirent l'occasion et lancèrent des accusations contre lui, corruption, enrichissement illicite, abus d'influence.
Il voulait le voir tomber une fois pour toutes. Le procès de Favorinus devint un spectacle public. Le Sénat était divisé, certains le voyaient comme un génie indispensable, d'autres comme une menace pour l'ordre traditionnel romain. Et alors, au milieu de la tension, l'eunuque se leva. Pendant 3 heures, il parla sans interruption. Il ne se défendit pas par des supplications ni des dénégations. Il se défendit par la philosophie. On m'accuse de 3 crimes contre la nature, dit-il. Être un eunuque sans l'avoir choisi. Avoir été jugé pour trahison sans avoir commis le moindre crime. Et avoir disputé avec l'empereur, sans avoir été vaincu. Son discours fut un chef-d'œuvre. Il argumenta que Rome était grande précisément parce qu'elle savait tirer parti des talents de tous, esclaves, étrangers, même eunuques. Que sa vie n'était pas une anomalie, mais une preuve de la grandeur inclusive de l'Empire. Le Sénat était divisé, mais ému. Il fut acquitté des charges les plus graves, bien qu'il perdît sa place à la cour et une grande partie de sa fortune. Antonin, calculateur, préféra ne pas l'exécuter, mais le poussa dans un ostracisme silencieux. Beaucoup pensaient que c'était la fin de Favorin. Mais ils ne savaient pas que l'eunuque avait encore un atout maître à jouer. L'exil silencieux semblait avoir mis fin à son pouvoir. Pourtant, loin du palais, Favorin ne renonça pas. Il fonda une école de rhétorique à la périphérie de Rome, où il enseignait ce qu'il savait faire de mieux, l'art de séduire par les mots. Peu à peu, des étudiants venus de tout l'Empire commencèrent à affluer. Non seulement des fils de sénateurs, mais aussi des marchands, des soldats et même des diplomates. Tous cherchaient à apprendre de cet homme qui avait conquis 2 empereurs et défié un 3e au Sénat. Pendant ce temps, une crise éclata dans les provinces orientales. L'Égypte se rebellait. Les chefs locaux avaient uni les factions religieuses et ethniques sous un même cri, expulser les Romains. Les généraux envoyés par Antonin le Pieux échouaient encore et encore. Ils avaient des soldats, mais ne comprenaient rien à la culture complexe de l'Égypte. C'est alors que le nom de Favorin commença à se faire entendre à nouveau dans les couloirs du pouvoir. Depuis son exil, l'eunuque envoyait des analyses secrètes par l'intermédiaire de messagers, avertissements précis, prédictions exactes des mouvements rebelles, solutions innovantes. Lorsque 3 de ces prédictions se réalisèrent avec une précision mathématique, Antonin le Pieux n'eut pas d'autre choix que de convoquer Favorin au palais. La rencontre fut froide au début. L'empereur, méfiant, s'attendait à voir un courtisan suppliant. Mais ce qu'il trouva fut différent. Un homme serein, qui parlait non pas comme quelqu'un demandant la clémence, mais comme quelqu'un offrant des réponses. Favorin ne parla ni de son passé ni de ses talents. Il parla de Rome, de son devoir, et de la manière de résoudre la crise. Il montra à l'empereur que sa valeur ne résidait pas dans la flatterie, mais dans quelque chose de bien plus utile, la capacité de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. En quelques semaines, ses plans commencèrent à porter leurs fruits. Les rebelles furent persuadés de négocier, et le sang cessa de couler le long du Nil. Antonin, stupéfait, comprit ce que personne n'avait réussi à lui faire voir. Que cet eunuque, méprisé par beaucoup, était en réalité l'arme secrète de l'Empire. Il le réintégra à la cour et, plus encore, en fit son conseiller principal pour les affaires orientales. L'eunuque était de retour. Pas comme favori, pas comme séducteur, mais comme stratège indispensable. Avec Antonin le Pieux, Favorin atteignit une position unique. Il n'était pas seulement un conseiller, il était le pont entre Rome et l'Orient, l'homme qui comprenait ce que les autres ne pouvaient pas voir. Mais son influence allait bien au-delà de la politique du moment. Favorin commença à codifier sa philosophie du pouvoir, non pas dans des traités froids, mais dans des enseignements vivants pour ses disciples et des réflexions qui circulaient dans tout l'Empire. Ces principes seraient connus plus tard sous le nom de Code de Favorin, 4 lois non écrites de la véritable influence. Adaptabilité caméléonique, ne pas imposer sa propre essence, mais se transformer pour refléter ce dont chaque dirigeant avait besoin. Écoute stratégique, ne pas se contenter d'entendre les mots, mais déchiffrer les peurs, les désirs et les silences. Validation intelligente, pas de flatterie vide, mais des éloges qui faisaient qu'un empereur se sentait unique et compris. Utilité indispensable, ne pas chercher à plaire, mais être si utile qu'il devient impossible de se passer de lui. Ces principes non seulement le maintinrent en vie dans un monde rempli d'intrigues, mais firent de lui le seul homme capable de séduire 3 empereurs consécutifs. L'impact fut profond. Dans une Rome obsédée par la virilité et la force militaire, Favorin démontra que le pouvoir pouvait naître de l'intelligence émotionnelle et de la parole. De nombreux jeunes aristocrates commencèrent à l'imiter, consacrant plus de temps à la rhétorique,
à la philosophie et à l'empathie qu'au simple art de la guerre. Sans le vouloir, l'eunuque avait changé la notion même de ce que signifiait être romain. Après des décennies à la cour, Favorinus comprit que son pouvoir ne dépendait plus seulement des empereurs, mais de quelque chose de bien plus durable, son héritage intellectuel. À la périphérie de Rome, il fonda une école de rhétorique et de persuasion, mais ce n'était pas une école ordinaire. C'était un laboratoire secret de pouvoir doux, où il enseignait ce qu'il appelait les arts de la connexion humaine. Ses méthodes étaient révolutionnaires. Il ne donnait pas de cours magistraux interminables comme les autres philosophes. Il utilisait plutôt des jeux de rôle, des simulations et des débats, où les élèves apprenaient à lire une personne, à adapter leur discours à leur auditoire et à transformer un désavantage en force. De cette école émergea une génération d'hommes qui occupèrent des postes clés dans l'administration, l'armée et le commerce, tous marqués par l'influence invisible de Favorinus. L'eunuque avait créé quelque chose d'inédit, la première école d'influence du monde antique. Une institution qui transformait la rhétorique en stratégie, la philosophie en outil politique et l'empathie en arme de pouvoir. Durant ces dernières années, il écrivit des traités de rhétorique et de philosophie qui circulèrent dans tout l'Empire. Mais l'accomplissement le plus important fut le réseau de disciples qui propagea ses idées bien après sa mort. Sa présence ne se limitait plus aux salles impériales. Favorinus avait semé les graines d'un art qui transformerait à jamais la manière dont Rome comprenait la communication, la politique et le pouvoir. L'année 165 après Jésus-Christ marqua la fin d'une vie qui avait défié toutes les lois de Rome. Favorinus, l'eunuque qui avait survécu à la violence de son enfance, qui avait séduit intellectuellement 3 empereurs et qui avait créé une école immortelle d'influence, mourut à 85 ans, un âge record à une époque où peu atteignaient même 50 ans. Ses funérailles furent un événement sans précédent. Sénateurs, philosophes, généraux et citoyens ordinaires vinrent lui rendre hommage. Le cortège funèbre traversa le forum romain, et pendant un instant, la ville qu'il avait si souvent méprisée pour sa condition d'eunuque s'inclina devant lui comme devant un empereur. Le plus surprenant fut qu'Antonin le Pieux lui-même, déjà âgé, prononça l'éloge funèbre. Ces paroles resteront gravées dans la mémoire de Rome. Favorinus nous a appris que la grandeur ne réside pas dans ce que la nature nous donne, mais dans ce que nous faisons de ce qui nous reste. Cette phrase captura l'essence de sa vie. L'enfant arraché à son destin, devenu esclave, transformé en eunuque, avait été capable de forger un héritage plus durable que celui de nombreux empereurs. Dans les cendres de son bûcher funéraire brûlait aussi un message éternel. La véritable force ne se mesure pas aux muscles ni à la lignée, mais à la capacité de transformer l'adversité en pouvoir et la parole en arme immortelle. La vie de Favorinus n'était pas seulement l'histoire d'un eunuque qui séduisit 3 empereurs. Elle était la preuve vivante que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force physique ni dans la richesse, mais dans l'intelligence, l'adaptabilité et la capacité de comprendre profondément les autres. Dans une Rome qui vénérait la virilité, Favorinus brisa le moule et redéfinit ce que signifie être un flux. Il montra que les limites, même les plus cruelles, peuvent devenir des forces, et que la parole, utilisée avec sagesse, peut plier plus d'empires que n'importe quelle épée. Son héritage transcende les siècles. Il nous rappelle que, dans chaque époque, même la nôtre, les véritables leaders ne sont pas nécessairement les plus forts, mais ceux qui savent écouter, s'adapter et se connecter. Favorinus fut plus qu'un philosophe, plus qu'un rhétoricien, plus qu'un conseiller impérial, il fut l'architecte invisible d'un nouveau concept de pouvoir. Aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, sa vie nous inspire à repenser notre propre définition du succès et de la grandeur. Car si un enfant, castré contre sa volonté, a pu devenir l'une des voix les plus influentes de l'Empire romain, que ne pourrions-nous pas accomplir avec ce que nous avons entre nos mains ?